Bonjour, je m'appelle Véronique, j'ai 53 ans. Je suis préparatrice depuis les années 90. J'ai été diplômée vers les 25 ans et je travaille donc dans le 4e arrondissement, dans le Marais, dans une pharmacie plutôt familiale. Mon métier consiste à accueillir les clients qui rentrent dans la pharmacie, à seconder le pharmacien. Après, selon les pharmacies, selon les titulaires, on a plus ou moins des fonctions dans l'officine. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup de fonctions. Mon titulaire me laisse une autonomie assez grande. Je reçois les représentants, je passe des commandes, je déballe les commandes aussi, j'installe dans les linéaires. Moi, c'est complètement par hasard que j'ai fait ce métier. Il se trouve que j'ai raté mon bac 2 fois et lorsque je me suis réinscrite en cours par correspondance, j'avais besoin de travailler. Donc j'ai trouvé un travail dans une officine comme, rayonniste. J'ai fait des rencontres à ce niveau-là, des amis que j'ai rencontrés, en fait, des pharmaciens qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont montré un autre chemin à prendre que seulement faire rayonniste, qui m'ont aidée à passer le diplôme de préparateur. À l'époque, il se passait, après un CAP, après une mention complémentaire, on faisait 2 ans de brevet professionnel. Moi, j'avais finalement réussi mon bac, j'avais 25 ans, je n'avais pas envie de reprendre autant d'études et j'ai eu l'opportunité de rencontrer le directeur d'une école de préparateurs qui m'a fait rencontrer le doyen de la faculté de Châtenay-Malabry et tous ensemble, on a créé un groupe de bacheliers comme moi pour passer un examen qui validerait une première année de pharmacie. On s'est inscrit bien sûr en fac de pharmacie. Et avec cette validation de première année de pharmacie, agréée par le ministère de la Santé à l'époque, on pouvait rentrer directement au brevet professionnel. C'est une pharmacie de quartier, donc on voit beaucoup et très souvent les mêmes personnes, donc ça permet de les suivre. Pas forcément au quotidien, même s'il y en a qui viennent tous les jours, surtout des personnes âgées qui ont besoin de parler en fait. Mais oui, on suit beaucoup de personnes, on crée même parfois des amitiés avec des clients et qui perdurent sur le long terme. J'aime beaucoup le contact avec les gens, j'aime beaucoup parler avec les gens de tout âge, de tout sexe, de toute religion. J'aime beaucoup suivre les mamans enceintes et voir l'évolution de la grossesse, du bébé qui vient à naître. J'aime la relation avec les gens, j'aime parler, j'aime les gens. Je pense que ça dépend complètement du titulaire, en fait, et de ce qu'il nous permet de faire. J'ai fait beaucoup d'officines. Il y a des officines où je ne pouvais faire que des préparations. À l'époque, en fait, quand j'ai passé mon métier, c'était surtout des préparations. On fabriquait des gélules, des pommades, des suppositoires, des sirops. On faisait énormément de préparations, donc des médicaments fabriqués à l'officine. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Donc selon les titulaires, aujourd'hui, on est amené à quand même voir beaucoup plus de clients qu'avant. Ils sont quand même là pour nous surveiller, pour nous guider dans ce qu'on dit, dans ce qu'on sait. Après, au fil des années, avec l'expérience, souvent, on peut leur apporter aussi beaucoup, et même la plupart du temps, beaucoup de choses de notre expérience à nous. Il se trouve que j'ai 30 ans de métier maintenant, donc les étudiants en pharmacie, j'ai plus à leur apporter que eux. Alors, le métier a beaucoup changé, effectivement. Aujourd'hui, pour avoir des préparations, il y a que quelques officines qui sont agréées pour le faire. Aujourd'hui, c'est répondre à la clientèle tous les jours, c'est délivrer des ordonnances, commenter avec eux leur traitement et c'est beaucoup seconder le pharmacien. Je pense que les pharmaciens auront toujours besoin d'un préparateur parce que autant les préparateurs ne peuvent pas ouvrir une pharmacie, parce qu'il faut obligatoirement un pharmacien, autant l'inverse est vrai, le pharmacien peut être seul avec une préparatrice ou un préparateur. Donc on sera toujours là pour aider le pharmacien. Ce qui me fait peur, moi, c'est de ressembler aux États-Unis ou au Royaume-Uni et qu'on devienne des espèces de drugstore où on délivre aussi bien des médicaments que des bonbons ou des choses à manger, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est plus une entité à part, c'est plus une officine, c'est un drugstore. Ça me fait peur et j'espère ne plus travailler à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'on est confronté à cette période du Covid-19. Dès le mois de janvier, dans notre officine, on a commencé à sentir une demande très forte
de matériel comme les masques, comme le gel hydroalcoolique. Et dès le mois de janvier, ça a commencé à manquer au niveau des laboratoires. Au niveau du gel hydroalcoolique, on a tout fait pour en avoir. On en a eu parfois, par moment. Et à un moment donné, voyant que c'était plus possible d'en avoir des tout prêts, on a décidé d'en fabriquer. Donc on a reçu les matières premières, comme l'alcool à 90, la glycérine, l'eau oxygénée à 10 volumes et l'eau distillée. Et on a fabriqué des litres de solution hydroalcoolique selon la formule de l'OMS. Donc aujourd'hui, je fabrique des litres de solution hydroalcoolique et je demande aux clients de venir avec des flacons vides et je leur remplis. Et donc, je leur fais payer uniquement la matière première. Voilà pour ça. Pour les masques, on a reçu une dotation. On ne les délivre absolument uniquement que pour les soignants, c'est-à-dire les infirmières, les médecins, les psychiatres, les aides-soignants et soignantes, les kinés parfois, les dentistes parfois. Nous avons un nombre de masques à leur délivrer par semaine et on doit répertorier tout cela dans un tableau avec le numéro de l'ordre des médecins ou des infirmiers, etc. Et on ne délivre absolument ça qu'aux soignants. Après, on est extrêmement sollicité par les demandes des patients pour avoir des masques parce qu'ils sont effrayés. On essaye de leur expliquer que la distance est très importante à respecter, qu'il faut absolument se laver les mains plusieurs fois par jour. C'est ce que nous, on fait à l'officine. Après chaque client, pratiquement, on se lave les mains, on met du gel hydroalcoolique pour se protéger du virus. On répond à beaucoup d'angoisses, c'est vrai, quotidiennement. Mais on est passé d'une période d'incertitude où finalement on ne savait pas trop comment leur répondre, parce que je pense que personne ne s'attendait à ce qui nous arrive aujourd'hui, à aujourd'hui beaucoup de colère de leur part, beaucoup d'agressivité. Et ça, c'est pas facile à gérer au quotidien, en comptoir, l'agressivité des gens. La méchanceté aussi. On assiste à des scènes qui ne sont pas agréables entre les clients, qui parfois oublient de respecter la distance entre chacun. On doit servir d'intermédiaire, de médiateur. Parfois, on a des situations qui ne sont pas agréables pour tout personnel de santé et en tant que femme au comptoir, parfois on a peur. Concernant la pénurie des médicaments, j'y crois pas trop. Je pense qu'on a quand même beaucoup de matières premières encore de disponibles. Je pense que le gouvernement a beaucoup à faire par rapport à ça et à rapatrier les molécules qui sont très importantes dans l'Europe, à recréer des usines, à refabriquer dans l'Europe et qu'on ne soit plus comme ça dépendant de la Chine. On n'a pas à être dépendant de la Chine. Alors ce que j'espère beaucoup, c'est qu'on aura des formations pour apprendre à gérer ces crises. Moi, j'étais pas préparée à tout ça. Je pense qu'on a des espèces de formations de comportement à avoir, à apprendre à comment se comporter face aux inquiétudes des clients. On a fait avec les moyens du bord, avec finalement nos émotions et nos sentiments à nous, et le peu d'informations qu'on avait, qui pour moi n'était pas suffisante. Comment elle va continuer? Je pense qu'économiquement, comme tout le monde, ça va être une catastrophe. Nous, on nous parle déjà de chômage partiel dans notre officine parce que forcément, depuis 15 jours, on n'a plus de clients. Je ne sais pas comment ça va évoluer du tout. J'essaye de ne pas écouter trop les infos pour ne pas être trop angoissée. J'essaye de gérer un peu au jour le jour. J'essaye de ne pas trop projeter parce que j'avoue que je ne m'y connais pas assez. On a mis en place énormément de désinfection au niveau des comptoirs, au niveau du sol, au niveau de la carte bleue, au niveau de l'appareil de la carte vitale. Donc ça, on le désinfecte plusieurs fois par jour. Nous-mêmes, on se nettoie les mains après chaque client avec du gel. Certaines de mes collègues portent des masques et des gants. Là, on a mis des blouses pour se protéger. Et sinon, on a mis des choses pour empêcher les gens d'approcher trop près le comptoir, pour respecter ce mètre de distance. Concernant le coronavirus, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Pourquoi? Je ne sais pas. Et concernant ma famille, j'ai fait extrêmement attention. Ça fait déjà plusieurs semaines, depuis début janvier, que je ne les embrasse plus, que je ne les touche plus, que je nettoie énormément quelque chose que je vais toucher et que je me lave énormément les mains. Je pense que je n'aimerais pas être quelqu'un dans la politique aujourd'hui pour faire face à cette crise. Je ne sais pas ce à quoi ils sont confrontés. Ce que j'entends, moi, ce sont les soignants, ce sont les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, le personnel de ménage qui crient qu'ils n'ont pas de moyens pour lutter contre tout ça. Ça me désole énormément. Je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut manquer de matériel. Voilà, après comment gérer une crise comme ça, je sais pas. Moi je sais pas répondre, je me sens pas assez
assez forte pour ça, pour répondre à cette question-là. Moi, je trouve très triste que les médias s'emparent de cette crise, de cette manière-là. Il y a certainement trop d'informations aujourd'hui et trop d'informations tue la vraie information pour moi. Je ne regarde pas les infos, je ne les regarde plus. Je lis certains articles qui me semblent intéressants, mais je ne regarde plus au niveau de la télé les infos parce que pour moi, c'est le show du malheur et ça ne m'intéresse pas. Je me sens pas sur le front. J'aime pas du tout le mot employé par Monsieur Macron, le mot guerre. Je n'aime pas du tout ce mot-là. Je pense que ça provoque de la violence, verbale en tout cas, et certainement physique aussi. Je n'aime pas ce mot guerre, donc je l'emploierai pas. Je sens pas que c'est mon métier qui est applaudi aux fenêtres, mais vraiment le personnel des hôpitaux. Je nous sens quand même moins en danger que tout ce personnel-là. Après, ça fait chaud au cœur de voir que les Français peuvent se réunir aux fenêtres et applaudir, comme ils se sont réunis aussi après les attentats ou ce genre de période-là. Ça fait chaud au cœur. Ce que j'aimerais, c'est que ça continue. C'est qu'il y ait un changement face à cette crise. J'aimerais qu'il y ait une vraie prise de conscience, qu'on ne peut pas continuer comme on faisait, qu'on doit faire attention à la terre, aux animaux, aux plantes. Le confinement, c'est simple pour personne. Après, je pense plutôt aux familles où il y a de la violence. Là, ça doit être extrêmement compliqué. J'ai du mal à imaginer comment les enfants ou les femmes font pour survivre à ça. Après, le fait d'être confiné dans une maison aujourd'hui avec l'électricité, avec Internet, avec le fait de pouvoir voir des films, de lire, de jouer à des jeux de société, je vois pas bien le problème en fait, si c'est pour lutter contre une pandémie. Être confiné, c'est pas, je pense pas, enfin pour moi, ça n'est pas difficile. Si on réfléchit à Anne Frank qui restait confinée pendant plus de 200 jours dans un tout petit espace alors qu'il y avait une vraie guerre là à l'époque, je pense que nous, il faut être plus humble que ça. On doit être raisonnable vis-à-vis de ça. Moi, je vis très bien le confinement. Après, j'ai peut-être beaucoup de chance, je l'avoue, par rapport à d'autres personnes qui vivent ça plus difficilement ou dans un très petit espace. Je vois pas, moi je pense qu'il faut changer tous les jours ses vêtements. Par contre, c'est ce que je fais moi dès que je rentre chez moi, j'enlève tous les vêtements avec lesquels j'ai travaillé pour pas garder une trace quelconque, pour pas contaminer ma famille. Mais non, je pense que ce sont les gestes à adopter parce que de toute façon, on n'en sait pas beaucoup de choses sur ce virus. Je vois pas quel conseil donner de plus, à part rester calme, rester confiné, éviter de sortir. On voit encore trop de monde dehors. Je peux raconter une anecdote drôle. J'avais comme client Philippe Dumas, il faisait la voix de Gargamel dans les Schtroumpfs, et j'avais en même temps Monsieur Balutin qui faisait la voix de Starsky. Moi ça me parle, c'était mon époque. Ça arrivait souvent qu'il me faisait des petits sketchs, donc entre deux. Donc j'avais à la fois Gargamel qui parlait à Starsky et Starsky qui parlait à Gargamel. C'était très amusant, on a beaucoup ri.